Et on se retrouve pour, comme prévu, j'enregistre à la suite le second épisode qui va qui va faire la preview et la review du first round de la conférence Est. Et puis après, on fera un débrief et un prono sur les semi-finals et puis les finales de conf. Et on attaque tout simplement. Je vous balance, let's go, le gros tableau. Et on commence avec les Bucks contre le Heat. Je pense que ça, c'est une série qui va faire couler de l'encre et des larmes. Enfin, qui a fait couler de l'encre et qui a fait couler des larmes du côté des fans des Bucks. Surtout qu'on a vu que le coach des Bucks, donc Mike Budenholzer, venait d'être viré. Que je comprends, à la fois c'est dégueulasse quand on sait qu'il a perdu son frère pendant la série. Mais voilà, surprise, upset de fou. Tout le monde déteste Miami, tout le monde déteste cet homme, Jimmy Butler, avec sa grosse coupe là de, on dirait Lil Wayne, j'en peux plus. Euh, que dire Que dire de cette série où personne ne pouvait s'y attendre? J'avais mis 4-0, Enzo avait mis 4-0. Un match 1 qui est pris à l'extérieur de la part du Heat 130-117 parce qu'un Giannis se blesse. Alors effectivement, il faut le dire, il y a eu un match 1 où Giannis Antetokounmpo, donc le franchise player des Milwaukee Bucks, se blesse. Il se fait mal au bas du dos, il retombe mal. Ok. Sauf que du côté du Heat, Tyler Herro se pète la main. Et il est out pour les playoffs. C'est-à-dire que là, un des cadres de Miami se pète la main. L'ancien sixième homme de l'année est out. Et c'est un peu un coup de massue des deux côtés. On se dit, bon, ok, le match 1 a été pris par le 8, c'est la surprise, fantastico. Euh, c'est pas grave. Giannis c'est pas là avant le match 3. Bon, réponse des Bucks, 138-122. Série 1-1, on arrive à Miami. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, la Bang Bros Arena, l'American Airlines Arena, j'en sais rien. FTX. Ils ont changé tellement de noms, ils ont tellement été dans des bourbiers, le 8. 121-99. C'est bon pour vous? Jimmy Butler? Je vous mets le game recap. 30 points. Le match d'après? 30. 56 points, j'avais oublié. Il y a Giannis qui est revenu. Giannis, il est revenu au match 3 ou 4, je sais plus, attendez. Non, je crois qu'il a été absent de match. Giannis est revenu au match 4. Et là, et là, le drame, 42 points. Overtime. Un ballon qui est mis dans le panier, mais d'un vol. C'était un braquage de Jimmy Butler à l'amiable. Ceux qui n'ont pas vu le match, remise en jeu, il type le ballon, il la met dans le panier et puis ils finissent en overtime. Ils éliminent, pour moi, les favoris au titre. J'ai pas les mots sur cette série en fait. J'ai pas grand chose à dire si ce n'est Jimmy Butler. C'est incompréhensible parce que les Bucks ont fait une bonne série. Bon, Chris Middleton était pas au niveau, mais il était pas au niveau depuis le début de la saison. Il a eu du mal à revenir de sa blessure, même si ouais, il fait quand même une série correcte en tant que lieutenant. Giannis a été là 2 matchs et demi sur 5, donc il a été là la moitié de la série et il n'a pas été impactant. Il n'a pas dominé comme il fallait. En face, Gabe Vincent, Max Truss, Caleb Martin, ils ont mis une drill aux Bucks. Et pourtant, les Bucks, il y a un bon pote Connaughton, il y a un bon Brook Lopez, Jrue Holiday est dans ses standards. Bon, même si en termes de pourcentage, c'est affreux. Mais en face, voilà, voilà. Et Oladipo se blesse aussi, il est out. C'est-à-dire que Tyler Hero et Oladipo, qui étaient des bons role-players cadres du 8, se blessent. En face, c'est qui fait le café? C'est Kevin Love, Duncan Robinson, Caleb Martin, Gabe Vincent. Kylori est hors de la rotation. Enfin, c'est des no-names, c'est des undrafted qui sont là, ils sont en train de mettre une drill au Knicks. C'est-à-dire que ces mecs-là, c'est les petits cousins d'Alex Spoelstra. Je sais pas, c'est des gars qu'il a trouvés dans la rue. Ils atomisent, mais 60%, 43%, 80, 42, 42. Enfin, c'est lunaire. C'est des mecs, ils ont couteau entre les dents. Ils ont 25 ans. Ils font, je sais pas, ils roulent en scénique. C'est des cracks. J'ai pas les mots en fait sur cette série. Je pourrais même pas comment l'expliquer parce que les Bucks, la faillite des Bucks est explicable entre guillemets par le fait que Budenholzer a perdu son frère pendant la série et que quand il perd les matchs, il est juste complètement en dépression. Il essaye il essaye de tenir la route alors que la chair de sa chair est morte. Tu vois, genre c'est très dur pour un coach. Il y a très peu de joueurs qui arrivent à s'en remettre. Il y a Isaiah Thomas qui a perdu sa sœur, qui a réussi à faire un match de fou, mais en vérité
c'est dur, tu vois, et ça, on peut pas lui en vouloir. Et ça explique probablement des ajustements un petit peu difficiles où il était à côté de la plaque. Bon, après, il y a un coaching staff à côté qui est censé aussi faire le travail, hein. Mais Jimmy Butler a juste posé un classique, a posé ses couilles dans une brouette, il les a amenés, les a transportés de Miami à Milwaukee. Et, et les Bucks sont choke, je pense, parce qu'ils avaient les outils pour atomiser le hit sans Giannis, en étant très sincère. Et waouh, Jimmy Butler, playoff Jimmy Butler est un joueur all-time, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Et là, il est en train de le prouver avec Miami. Et il va les amener probablement en finale de conf parce que les Knicks, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les outils. On va parler de la seconde série, les Knicks contre les Cavs. Euh, Ce mec-là était juste incroyable. Enfin, moi, j'avais prévu, on avait tous senti une grosse série qui allait au minimum en 6. Moi, j'avais mis les Cavs en 6 parce que je me suis dit, bon, les Cavs, ils sont juste trop forts. Donovan Mitchell est incroyable. Darius Garland en second couteau sur les lignes arrière peut être incroyable. Et Mobley, Jarrett Allen, c'est les deux tours. Enfin, que nenni. Ça a été un match. Alors, vous voyez, ça, c'est des vrais matchs de playoff. Parce qu'il y en a qui se branlent sur le fait qu'ils adorent voir des 130, 128. Moi, ça me dégoûte. 101,97, 107,90, 99,79, 102,93, 106,85. L'average des deux équipes se trouve en dessous des 100 points. C'est pour vous dire le niveau de jeu, l'intensité, la pression des deux équipes. Incroyable. Incroyable. Et malheureusement, c'est pas en faveur des Cavs, hein, parce qu'honnêtement, les Cavs avaient pour moi plus d'arguments que les Knicks pour remporter cette série. Déjà, l'effectif, la dynamique, l'expérience, entre guillemets, même si les Cavs étaient une équipe relativement jeune, Donovan Mitchell avait, je pense, les arguments pour être plus impactant. Et il y a des joueurs qui ont choke du côté des Cavs, je pense notamment à Jarrett Allen et Evan Mobley qui sont passés à côté de leur série, qui sont fait complètement out-rebounded par. Je sais pas pourquoi je parle anglais, qui sont fait out-rebound par Julius Randle, Hartenstein et Mitchell Robinson. Alors que les mecs, ils étaient deux cracks, 45 à 37 au rebond. Waouh! Et puis lui qui a été juste monumental. Il a roulé sur la série, il a fait ce qu'il fallait quand il fallait le faire. Et putain, les Knicks, ils ont gagné 3 matchs à l'extérieur, je crois. Non, 2 matchs à l'extérieur. Ouais, ils ont gagné 2 matchs à l'extérieur. Et ils ont été juste. Et pourtant, ils sont dégueulasses, hein, ces chiens. Genre, ils sont pas bons en termes d'adresse, mais juste ils sont meilleurs, ils ont été plus au rendez-vous. Et pour moi, la série se résume sur le fait que normalement, les Cavs étaient censés plus dominer à l'intérieur, ils avaient beaucoup plus d'arguments, et que Jarrett Allen et Mobley sont passés à côté de leur série. Notamment Mobley en termes d'adresse, et puis en termes de rebond. Voilà, à 2, il chope que 17 rebonds. Ça me fait un peu mal de voir Mitchell Robinson avec plus de rebonds que les deux, quoi. Et globalement, ils se sont fait box out, ils se sont fait brasser. On a eu un Randle qui était à moitié blessé et qui a des pourcentages dégueulasses, mais qui tient la baraque pendant la série. On a RJ Barrett enfin, de toute façon, il faut pas regarder les pourcentages, parce que sur cette série, les pourcentages, ils sont crado, parce que ça a défendu, ça avait la pression. C'était un basket années 90, quoi. Même si, pour moi, l'adresse était quand même juste dégueulasse, overall, parce que ça a pris quand même beaucoup de tirs. Euh, mais c'était d'une grosse intensité, et les Knicks ont été plus au rendez-vous. J'ai eu l'impression il y a eu un boulot monumental de Josh Hart, si on doit dire les termes. C'est d'ailleurs celui qui est le plus adroit, 56, 45, 77. Ça a pris des rebonds, c'était partout, ça défendait bien, c'était d'une justesse. Et je pense que lui et Bronson à deux font la série, très sincèrement. Et qu'en face, malheureusement, il y avait Donovan Mitchell qui faisait cavalier seul. Et il a été suppléé par un bon Darius Garland, mais malheureusement, il aurait fallu que Mobley et Allen soient plus présents, ce qui n'a pas été le cas. Et c'est ce qui coûte pour moi la série aux Cavs. Ça me fait un peu de peine parce que j'avais beaucoup d'espoir aux Cavs et j'aimais beaucoup la line-up, la jeunesse, etc. Le trade avec Mitchell qui fonctionnait bien, je m'étais dit putain, c'est cool. Et au final, ils ont pas été. Enfin, ils se sont pris des daggers. Les matchs sont. Alors, le match 1 est serré, et ça, c'est un gros, gros match. Jalen Brunson pose vraiment ses couilles sur la ville de Cleveland, hein, très sincèrement. Mais même là, hein, c'est des micro-blowouts, mais dans une médiocrité à l'adresse qui est monumentale. Et globalement, ouais, Jalen Brunson Jalen Brunson, pardon, et les Knicks ont mis des daggers, ont mis des shoots pour couper les runs des Cavs, et ils leur ont coupé l'herbe sous le pied.
Et bravo aux Knicks, et je suis très content pour la ville des Knicks parce que ça fait un moment qu'ils attendaient une victoire en playoff, et j'espère que ça va mieux se passer dans ce match-up face aux Heat, parce que pour l'instant ils ont quand même pas mal de difficultés, alors que pour moi ils auraient peut-être plus les arguments, mais encore une fois, le trio d'inconnus Caleb Martin, Max Truss et Gabe Vincent fait le café, et ça me sidère. On va passer rapidement sur la série des Sixers face aux Nets parce que je l'avais prédicte. 4-0, un sweep, les Nets n'avaient pas les arguments pour, je vais pas m'étaler sur la série, mais c'était normal. On a eu un gros Joel Embiid. Et encore, ils n'ont pas vraiment eu besoin. C'était relativement serré quand même. On a vu des. Enfin, on le voit, hein, ça a été un peu laborieux, à part le match 1 où c'est 121-100, où voilà, on peut se retrouver sur un match NBA assez classique, une dominance, un blowout, etc. 86-84, 102-97 et 96-88, c'est des matchs serrés, hein, tout ça. À part celui-là peut-être. Mais Philly a dominé, plus d'arguments, une équipe qui est en rythme, face à une équipe qui a juste été complètement démantelée au cours de la saison et qui a réussi à maintenir cette position de sixième et d'être en playoff malgré vents et tempêtes. Et globalement, je vais même pas faire more stat, allez, je vais le faire quand même, mais voilà, y a pas débat, ils sont complètement out-rebound, et puis ouais, voilà, c'était juste meilleur en face, plus d'arguments, plus d'adresse, plus de profondeur de banc, de rythme, tout ce que tu veux. Et voilà, t'as un trio qui met 20 points. Harden n'est même pas dans sa série encore, voilà quoi. Et puis en face, t'as Michael Bridges, et puis ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais pour moi, ils ont été vachement honorables, les Nets, et ils ont proposé comme une belle série. Ça me rappelle un petit peu les Cavs contre les Pistons de 2017, je crois, ou de 2016, où ça avait été serré. C'était un sweep, mais chaque match était serré. Et c'est très cool, et ça fait plaisir de voir même ce gars-là pouvoir se muer maintenant en première option, en franchise player. On ne sait pas où il va être la saison prochaine. Mais c'était une série assez intéressante à regarder, et c'était un petit peu l'échauffement pour nos amis des Sixers. D'ailleurs, des amis des Sixers qui, hier, ont fait un gros match. Mais on va finir sur la série des Celtics face aux Hawks. Euh, J'avais prédit un 4-0. En réalité, j'étais très surpris et j'ai beaucoup aimé les clims de Trae Young. On a eu globalement une dominance de Boston, hein, 112-99, 119-106. Voilà. Ce qui était prévu, hein, parce que Atlanta avait pas beaucoup d'arguments. Même si Quinn Snyder fait des belles choses et qu'on avait un bon bas court des gens Murray et Trae Young, c'était pas rocambolesque. On a un match 3 qui est pris de la part de notre ami Trae Young et de ses compères d'Atlanta. Une bonne réponse de Boston. Boston pas dominant, pas impressionnant finalement, pas rassurant quand tu te dis que normalement Atlanta t'es censé les torcher en 5 ou en 4. Et puis finalement on a cette clim monumentale de Trae Young presque du milieu de terrain à Boston, où il va baisser un petit peu la température du côté du TD Garden, et, et ça amène la série en 6. Ou même le match 6 c'est pas si tant dominé que ça par Boston, et on aurait pu être en 7 au TD Garden, très sincèrement. Pas grand chose à dire, un peu déçu de Boston qui fait des erreurs, qui se fait peur, qui manque de justesse en fait globalement, alors qu'ils auraient pu vraiment atomiser la série. Alors ils sont très très adroits, hein. Ils sont overall, de toute façon, ils ont tout ce qu'il faut pour être champion. Alors ça me dégoûte parce que j'ai pas envie de les voir champions, parce que c'est les Celtics, évidemment. Mais ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un Lorford qui est capable de dominer dans la raquette. Derrick White, Malcolm Brogdon, même Jalen Brown qui sont capables de pull-up à mi-distance. Tout le monde est capable de shooter à 3 points, que ce soit du Smart, du Brogdon, du Tatum, du Brown, du Grant Williams. C'est une équipe qui est trop complète en fait. Globalement, c'est une équipe qui est parfaite, qui est complète, et qui a manqué de justesse pour moi et de discipline dans la série face aux Hawks. C'est bien que ça leur arrive maintenant, très sincèrement, pour les fans des Celtics, qui est ce petit rappel à l'ordre en se disant on n'est pas invincible, et puis on a joué au con en étant un petit peu négligent. Je pense notamment à Tatum, même dans la série face aux Sixers actuellement, il fait des petites erreurs. J'ai l'impression qu'ils sont un peu trop confiants, qu'ils se disent attends, les Bucks ils ont été éliminés, attends, les Cavs ils ont été éliminés, attends, les Sixers, y a Joel Embiid qui est blessé, et ils se laissent un peu trop aller. Et je pense que c'est bien c'est positif pour eux qu'ils se fassent un petit peu climatiser assez tôt dans la campagne de playoff, pour qu'après ça apporte un peu plus de discipline à cet effectif. On enchaîne avec tout simplement Heat Knicks, donc les demi-finales de conférence. Série assez intéressante.
honnêtement, j'ai du mal à me pencher. Aujourd'hui, je serais incapable, je vais être très sincère, de dire qui euh, des deux équipes va aller en finale de conf. Euh, de toute façon, ça sera pas une équipe qui ira en finale. Très sincèrement, je pense que c'est celle qui va être contente d'arriver en finale de conf et qui aura mis un tampon de on a réussi notre campagne de playoff, c'était pas prévu qu'on soit là. Mais j'aurais tendance, si j'en suis la dynamique actuelle, que le Heat, emmené par un gros Jimmy Butler, est capable de les ramener encore une fois pour une troisième fois en 4 ans en finale de conf. Très sincèrement, il est trop fort. Il est trop fort et comme je l'ai dit, là, les trois fantastiques, les trois mousquetaires, là, ils sont trop bons aussi. Kevin Love fait un super taf. Ça déroule et en face, j'ai l'impression que les Knicks, ça patine un peu. C'est des matchs qui sont pas. En fait, j'ai l'impression que de toute façon, les séries face aux Knicks, c'est des matchs durs. C'est voilà, 108, 101, 100, 105, 100, 105, 80. Bon, là, c'est une petite branlée hein, quand même. Là, il y a plus 19 pour le 8, c'est assez violent. Et en plus, c'est encore à domicile, donc le 8 est capable de mettre un tampon et dire hop, et ben non, on a 3-1 et on a l'avantage du terrain maintenant. C'est fort possible. Je vois probablement si je dois pronostiquer tout de suite maintenant, je vois probablement le Heat finir en 6 à domicile. Voilà. Et ils pourraient même finir en 5 à l'extérieur. Je pense qu'ils n'ont aucun souci à torcher cette série au Madison Square Garden. Butler, il a pas de pression, il en a rien à foutre. Euh, il est incroyable, tout simplement. Et globalement, si on regarde les stats avancées, alors effectivement, il y a une dominance dans la raquette, hein, parce que Bam Adebayo est pas foutu d'être dominant, hein, ça me rend fou. Mais globalement, le hit, j'ai l'impression qu'ils ils sont plus malins. C'est dans le jeu de qui va être le plus con et le plus vicieux, j'ai l'impression que le hit a plus d'expérience. Et en face, on a un Randle qui est pas tout à fait revenu de sa blessure. Même si Bronson Barrett, en termes de scoring, sont toujours là, Bronson peut pas porter tout le monde. Et j'ai l'impression que Josh Hart, même sur la série, a plus de mal et se fait un petit peu plus bousculer parce qu'encore une fois, t'as un bon coach en face, t'as un bon effectif. Enfin, c'est pas un bon effectif, mais la vérité, c'est que c'est un effectif qui sait jouer ensemble. Et tous ces connards, en fait, ils sont capables de te mettre une drill, en fait. Et c'est ça qui rend fou. Parce qu'encore une fois, ces mecs-là, c'est des randoms. C'est-à-dire Caleb Martin, Max Truss et Gabe Vincent, c'est des randoms qui te plantent 10 points par match chacun. Avec des pourcentages plus que corrects. Tu vois. Et honnêtement, c'est tellement des facteurs X versatiles comme pas possible que c'est super dur de se projeter parce qu'ils peuvent faire un match où ils te mettent 30 points. Quoi. Et en plus, tu as un Jimmy Butler qui en a rien à foutre, qui a un cardio, il peut faire 6 marathons d'affilée, il en a rien à branler. J'ai l'impression qu'en termes de confiance, de, d'expérience, parce que l'équipe a quand même de l'expérience, Butler a des baillots, sont allés déjà en finale de conf, Kyle Lowry, j'en parle même pas, Kevin Love, il a quand même pas mal d'expérience, Duncan Robinson, bon, même si ça reste quand même difficile pour lui, suite à ses nombreuses blessures, etc., il a quand même un facteur clutch. Et puis, les trois là, ils ont le couteau entre les dents, encore une fois. Donc, donc la vérité, c'est que moi, je vois plutôt le Heat l'emporter en 6 parce qu'ils sont plus malins, ils sont plus vicieux, ils ont plus d'expérience. C'est une équipe de briscards, emmenée par un coaching staff de briscards, emmenée par un GM de briscards. Donc, en fait, je les vois juste passer la série. Ils peuvent la torcher en 5, très sincèrement. Je vois quand même un soupçon d'orgueil dans le match 5 de la part même dans le match 4, tu vois. Peut-être dans le match 4. De la part des Knicks, avec un Bronson et un Josh Hart, mais j'ai l'impression que les arguments penchent en la faveur du 8 pour aller chercher une troisième finale de conf en 4 ans. Donc, parce qu'ils ont fait 2020, 2021 ils l'ont pas fait, 2022, et là ils vont faire 2023. Donc ils sont dégueulasses à voir jouer, ça me rend fou. En saison régulière, ils nous font chier, et en playoff, tout d'un coup, le mec il met son costume de Michael Jordan, on n'en peut plus là. Bref, on enchaîne sur la deuxième série, Sixers-Celtics, qui est bien plus intéressante, malgré un Joel Embiid qui est quand même dans la difficulté physiquement. Euh, Belle série, finalement. J'ai vu la fin du match, j'ai vu le match d'ailleurs hier, qui était assez cool. On avait une grosse dominance de nos amis des Sixers, avec un James Harden et un Embiid qui déroulaient, puis ils se sont fait un petit peu peur, ils se sont pris un run dans le quatrième quart, qui va en overtime, et qui aurait pu solder par un buzzer beater de Marcus Smart qui n'a pas lâché la patate chaude suffisamment tôt, ce qui fait que le dagger de James Harden à 18 secondes de la fin leur permet de prendre la victoire. Petite victoire d'un tout petit point en overtime qui les emmène au TD Garden avec la confiance, avec le rythme et le momentum, très sincèrement. On a vu globalement un match 1 sans Embiid dominé par Harden et on se rend compte en fait que Harden depuis le début il joue juste pour Embiid, il voulait juste lui donner le MVP.
Et que là, en tout moment, en fait, le mec peut nous poser une mixtape où il est en 40, 40-10-5. Tout ça en étant en 50, 40, 90. Voilà. Et ça, c'est terrifiant. Et je pense que les Celtics sont un petit peu inquiets par rapport à ça. Je maintiens que les Celtics ont un meilleur effectif, encore une fois, mais manque de discipline. J'ai vraiment l'impression que Tatum n'est pas dominant comme il devrait l'être. Et que c'est plus du Marcus Smart, du Brogdon, du Derrick White qui arrive plutôt à tenir la série. Euh, Alors défensivement, voilà, les Celtics, encore une fois, c'est l'équipe parfaite. Complète, profondeur de banc, tout ce que tu veux. Ils sont pas ridicules. Ce qui pêche un petit peu, effectivement, c'est qu'il pourrait y avoir plus de domination dans la raquette de la part de Joel Embiid. Mais bon, c'est son jeu de jouer un petit peu plus à l'extérieur, un peu à la AD. Mais ouais, j'ai l'impression que Tatum est pas juste, en fait, qui joue pas son meilleur basketball et que c'est plutôt, voilà, tu vois, je vous parlais, Marcus Smart, Brogdon, qui font vraiment le café. Euh, alors l'équipe a toujours beaucoup d'arguments, hein. Attention, je suis pas en train de dire que ça va être compliqué pour les Celtics. Les Celtics, honnêtement, si je devais pronostiquer, et je les vois favoris quand même. Je les vois pas finir en 6, mais je les vois finir en 7 à domicile. Ouais. Je les vois clairement finir en 7 dans un TD Garden en folie. Mais en fait, tout dépend de ce type-là, en fait. Parce que les Sixers, ils sont quand même bons. On a eu un match 1 monumental. Après, il y a eu un no-match dans le match 2. Et puis, un no-match aussi, je dirais, dans le match 3. Et là, il y a eu une belle réponse des Sixers euh, qui permet de rendre cette série even, donc tied à 2-2. Et pour moi, je vois quand même les Celtics passer en 7 dans une série compliquée. Comme l'année dernière où ils sont allés en 7 face aux Bucks. Je pense qu'ils ont plus d'arguments, plus de profondeur de banc, plus d'expérience aussi en vérité. Je pense que tout va dépendre vraiment de James Harden, parce que là il fait une série quand même, il est en 46, 40, 88, hein, comme je vous disais. Il est impérial. On a un James Harden Prime, en fait on avait oublié ce gars-là depuis qu'il avait quitté Houston en 2019-2020. Non, c'était en 2020, donc ça fait 3 ans qu'il a quitté Houston. Et on avait oublié à quel point en fait il pouvait être monumental. Euh, et, et voilà, après on a un banc aussi des Sixers qui s'exprime pas tant que ça. Je trouve que dans Tony Melton, c'est pas... C'est pas le best. George Young fait quand même une belle série. On a un Paul Reed aussi qui fait une bonne série, mais voilà, il y a Shake Milton aussi qui pourrait être un peu plus présent, un Furkan Korkmaz qui pourrait jouer un peu plus. Enfin, ils ont quand même des arguments. Après, je pense que Joe Mazzulla est un meilleur coach que Doc Rivers, en vrai. Après, il a plus d'outils, puis il était coach assistant déjà depuis 2 ans, je crois, et puis il récupère un effectif qui est déjà bien huilé et qui est allé en finale. Donc, donc voilà, mais je pense que ça va dépendre. En fait, ce trio peut atomiser cette équipe sans aucun problème, mais Embiid est limité, très sincèrement, ça se voit dans son jeu. Il marche un petit peu sur des œufs et il n'est pas aussi présent qu'il devrait l'être dans la raquette. Parce que tout le respect que j'ai pour Al Horford et Robert Williams, mais je pense que tu peux leur choper des ballons au-dessus de la tête, hein. Tu peux franchement manger un panini sur leur crâne, il n'y a aucun souci. Tyrese Maxey aussi, je pense qu'il faut il retrouve un peu son rythme. Mais je pense que ça va être une belle série, très sincèrement. Je donne l'avantage aux Celtics, évidemment, parce que plus en rythme, moins de blessures et l'expérience, tout simplement. Ce qui nous amène à retourner à notre gros tableau. Et effectivement, cette preview de l'Est aura duré beaucoup moins de temps, mais après, il n'y avait pas, effectivement, mon équipe sur laquelle je parle beaucoup plus, en fait, tout simplement. Mais donc ouais, je vois un hit Celtics pour changer, hein, c'est 2 finales de conf qu'on a déjà vues. Et c'est d'ailleurs les finales de conf de 2020, de la bulle. Donc c'est marrant de revoir ces équipes-là. Très sincèrement, je pense que hit Celtics, il n'y a pas photo. Je pense que les Celtics vont retourner en finale pour la seconde année consécutive. Disons que leur chemin aura été facilité, hein, très sincèrement. T'enlèves les Bucks et les Cavs de l'autre côté du tableau, ça reste un petit peu plus facile. Et puis tu te retrouves avec des Sixers un petit peu limités. Alors la série n'est pas faite, hein, mais je pense que ouais, en finale, ça va être probablement un Nugget Celtics, pour être très sincère. Euh, je donnerais l'avant. En fait, si je suis objectif, les Celtics m'inspirent plus confiance que les Nuggets. Donc les Celtics pourraient être champions cette année, ce qui me dégoûte. Mais ça serait cool d'avoir un Lakers Celtics en finale, très sincèrement. On se ferait brosser le cul, mais ce serait très très cool. Mais voilà, mes pronos. Donc je verrai un hit Celtics et probablement un Celtics en finale contre les Nuggets. Déjà fini. Assez rapide cette preview en réalité, parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire vu que les séries sont allées relativement rapidement, notamment Sixers Nets ou Cavs Knicks.
Et même Bucks Heat, en vérité, il n'y a pas eu de match 7 et ça a plutôt bien déroulé. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir écouté également cet épisode pour la preview et pronostic review de la conférence Est. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine probablement pour débrief les demi-finales de conf de chaque conférence. Et puis voilou. Je vous embrasse de partout, comme dirait le roi Rouf, et on se retrouve la prochaine fois.